suis Cécile Fonrouge, je suis directrice de l'Institut de recherche sur les PME. Institut de recherche sur les PME qui est un des plus anciens centres de recherche sur les PME dans la francophonie. Institut de recherche sur les PME qui comprend une quinzaine de chercheurs réguliers, une quinzaine de chercheurs associés, dont François Brouard depuis longtemps, qui est notre conférencier invité avec Marc Duhamel, François Brouard de l'Université de Carleton, et Marc Duhamel, qui est membre régulier de l'Institut de recherche sur les PME. Notre institut comprend aussi la plus ancienne revue en PME dans la francophonie. Nous avons même l'honneur d'avoir sa rédactrice en chef, José Saint-Pierre, ici. François est diplômé du DBA de l'UQTR. Donc on est en famille. Je voulais présenter, parce que c'est le premier webinaire organisé par Oria El Alam. Donc Oria El Alam est arrivé le 15 février à 4 jours par semaine comme auxiliaire de recherche à l'Institut de recherche sur les PME. Et on est bien content de la voir. Bon, on la connaissait, tant mieux, parce qu'autrement, on se serait rencontrés uniquement par Zoom. Heureusement que je te connaissais, Oria, dans les couloirs, puisque tu travaillais déjà à l'Institut de recherche sur les PME depuis une dizaine d'années pour les professeurs Saint-Jean et Saint-Pierre, et peut-être pour d'autres collègues aussi. Donc on est très très content de ce support, et donc vous recevez des courriels d'Oria El Alam, vous la voyez, c'est elle, et elle est la force vive de notre institut. Alors aujourd'hui, on a une présentation qui est particulièrement intéressante dans la mesure où ça montre que des recherches peuvent faire bouger peut-être des politiques publiques. Donc l'impact de nos recherches existe et c'est quand même très encourageant de se rendre compte de ce qu'on fait dans nos petits bureaux peuvent avoir un impact sur la vie des entrepreneurs et en l'occurrence là, la vie des transferts d'entreprises. Voilà, bah écoutez, sans plus attendre, il est 12h04. Je crois que nos présentateurs vont effectuer leur présentation qui va durer une trentaine de minutes. Vous pouvez utiliser le chat, les conversations en direct, et nous allons privilégier le temps des questions dans un deuxième temps. Donc pendant le temps des questions, eh bien, vous lèverez la main, soit votre vraie main, soit la main bleue ou jaune de Zoom, et j'essaierai avec François et Marc d'ordonner les réponses aux questions, d'ordonner les questions. Voilà, chers collègues, je vous laisse la parole et merci encore pour d'avoir accepté de faire cette conférence. Merci beaucoup, Cécile. Effectivement, juste pour vous montrer, là, je pense que je vais faire un petit retour rapide. Là, je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus, mais effectivement, c'est le deuxième rapport qu'on fait, en fait, pour le Centre de transfert d'entreprise. C'est un projet ça fait un bout de temps, là, ça fait 2 ans, mais ça montre que dans certains cas, il y a certains types de recherches qui nécessitent vraiment là, du développement expérimental de données et ça nécessite du temps. Et mon premier commentaire, c'est de remercier le CETEC et en particulier son directeur général, Vincent Lecorne, parce que moi, j'ai cette expérience-là de faire de la recherche en politique publique. J'ai été directeur de la recherche pendant plusieurs années, là. Et je peux vous dire que la patience n'est pas une vertu lorsqu'on fait du développement de politique publique. Et la patience démontrée par Vincent Lecorne et l'ensemble des employés et des gens qui s'intéressent au transfert d'entreprise est grandement appréciée parce que c'est du travail de longue haleine. Les données n'existent pas, tout simplement, et ça prend beaucoup de temps à obtenir les approbations, ensuite de faire le ménage de ces banques de données-là, parce que même si c'est à StatCan, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites. Et StatCan nous laisse un peu là, faire un peu leur travail
en travaillant là-dessus. Et sur ces données-là, je peux vous dire que ça a eu des fruits, là, ça va avoir des fruits, puis on aura probablement l'occasion de s'en reparler beaucoup plus tard. Il y a des projets assez intéressants, Statistique Canada, que pour l'ensemble des membres de l'INR-PME va être intéressant dans les prochaines années. Donc, ceci étant dit, ce deuxième rapport-là s'intéresse, hein, initialement, François va s'en rappeler, c'était un rapport qui, essentiellement, on nous demandait de mesurer les retombées économiques associées au transfert d'entreprise, en fait, au repreneuriat. Et rapidement, ça se passe toujours en politique. 3 mois plus tard, le mandat avait changé. 6 mois plus tard, le mandat avait encore changé. Et on voulait toujours plus d'informations, beaucoup plus rapidement. On voulait, par exemple, des informations causales qu'on avait dit depuis le début que ça allait être quasiment impossible de faire. Donc, il y a un troisième rapport qui s'en vient, okay, qu'on va publier là, dans les prochaines semaines. Mais ça, c'est le deuxième rapport qui suit essentiellement un rapport qu'on avait fait qui était tout simplement faire une description, un portrait descriptif des intentions de transfert d'entreprise à travers le Québec et au Canada. Et ça, c'est plus un rapport, une analyse descriptive de l'incidence fiscale pour les cédants et pour les gouvernements des transferts d'entreprise, de combien d'argent on parle, on parle de combien, essentiellement, c'est ça. Donc, rapidement, aujourd'hui, on fait la présentation, je vais faire la présentation avec le fiscaliste du groupe, François Brouard, qui est un ancien justement du DBA. Hein? Donc, ça montre à quel point le programme DBA a le bras long. Okay? Mais le rapport, c'est également écrit avec la collaboration et la contribution de notre collègue à l'école de gestion et je crois qu'il est en démarche pour revenir à l'INR-PME, Louise Cadieux. Initialement, également, on avait le collègue Frédéric Lorrain là, qui faisait partie du groupe initial, mais là, avec les obligations là, de Frédéric, Frédéric a graduellement s'est retiré des travaux de ce groupe-là. Donc, c'est impossible de faire le travail d'exploration, de matchage de données et tout ça sans, avoir eu le soutien du Centre de transfert d'entreprise du Québec. Ça nous a beaucoup aidé dans obtenir les autorisations à Statistique Canada pour développer des banques de données expérimentales qu'on utilise dans ce rapport-ci et dans le prochain rapport, mais également la collaboration d'un chercheur, un diplômé là, en économie, là, Charles Bérubé, qui est à Innovation, Sciences et Développement. Il est à la Direction générale des petites et moyennes entreprises. C'est le chercheur senior là-bas. Donc, son aide à lui et également à l'ensemble des gens qui travaillent au Centre canadien d'élaboration des données de recherche économique qui, de peine et de misère, nous ont permis de mettre 2 banques de données ensemble. Et c'est ça qui a permis justement de présenter l'analyse descriptive qu'on va vous faire. Le rapport, il est déjà disponible. Oh, attendez un petit peu, je vais aller chercher mon spotlight. Okay. Le rapport, il est déjà disponible. Si vous voulez le lire au complet, là, il est déjà disponible sur le site du CETEC. Il y a également, nous, on a fait un webinaire, et bien entendu, c'est un webinaire écourté, hein, c'est un webinaire qui était destiné à l'industrie et aux intervenants. Donc, je pense qu'on a eu, François, on avait juste 15, même pas 8 diapositives en 15 minutes. C'était assez rock'n'roll. Mais là, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on pensait qu'il y a des choses intéressantes dans les résultats qui posent des questions de recherche futures qui pourraient intéresser les membres de l'INR-PME et également là, la communauté de chercheurs, parce que le constat, là, puis si Louise était là, ça serait très utile, parce que Louise serait capable de vous dire à quel point les études quantitatives du repreneuriat, autre que dans le domaine du transfert d'entreprise familiale, okay, donc autre que ça, il y en a très, très peu dans la littérature. Okay? Pourquoi? Parce que c'est excessivement difficile d'avoir des données.
Donc, avec ce contexte global, je vais laisser le plancher à mon collègue. Vous allez voir dans la présentation, là, on va faire ça tout le temps, là, on va se passer le bâton là, parce que il y a des aspects plus fiscaux que, sincèrement, c'est François qui est responsable de l'approche qu'on a utilisée. Par contre, lorsqu'il vient le temps des estimations, tout ça, le traitement de données, l'analyse, la repondération des échantillons, ben là, c'est moi qui va pouvoir vous expliquer un petit peu là, la nature du projet. Donc, François, je te laisse le plancher. Oui, donc ici, en fait, l'idée, c'est, on va commencer avec une petite histoire. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui est un propriétaire ou une propriétaire de PME qui veut, en fait, là, qui fait fasse un choix stratégique déchirant. Okay? Donc, effectivement, elle veut transférer, en fait, ou, en fait, dans un contexte de transmission ou de reprenariat de sa PME. Elle a, en fait, différentes stratégies qui pourraient être utilisées. Un transfert familial, un transfert interne, donc par exemple à des employés, un transfert à des tiers externes, donc quelqu'un complètement à l'extérieur de l'entreprise, ou à une équipe, donc une certaine combinaison en fait de ces différents groupes-là. Le problème, c'est qu'elle constate, cette personne-là, que, et ses conseillers l'aident, et normalement, ses conseillers, ça risque d'être des CPA en fait ou des fiscalistes, donc normalement, il y a une influence importante des facteurs fiscaux. Et il y a un manque de neutralité au niveau, en fait, là, de ces transferts-là, et en particulier du transfert, en fait, familiaux. Donc, c'est les transferts familiaux qui nous intéressent plus particulièrement parce que c'est ceux-là, en fait, qui sont problématiques à l'intérieur, en fait, de notre évaluation de ce qui se passe. Donc, comme il y a un manque de neutralité, bien, on va essayer, dans le fond, de regarder s'il n'y a pas, en fait, moyen de changer en fait, la situation actuelle ou proposer des changements à la situation actuelle et effectivement faire en sorte que les transferts familiaux ne soient pas pénalisés. Marc? Donc, juste pour revenir en arrière un petit peu, là, essentiellement, je sais que Cécile, elle n'aime pas ça quand je donne le punch au début. Mais moi, j'aime ça, donner le punch au début. C'est ce qu'on va vous montrer essentiellement, c'est que le choix déchirant, pourquoi on utilise le terme déchirant ici, OK? C'est qu'effectivement, il y a un traitement inéquitable des transferts familiaux d'entreprise. Donc, lorsque je cède l'entreprise, lorsque je dois transférer l'entreprise à quelqu'un avec qui j'ai un lien de dépendance, à la limite, je perds mon exonération fiscale. Sauf que ce qu'on a remarqué, les questions, c'est que ce traitement-là, cette iniquité-là, elle a longtemps été, vous retournez dans des rapports de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, des rapports qui ont été écrits par Raymond Chabot, Grant Thornton, PricewaterhouseCoopers, tout ça. Il y a toujours eu des représentations visant justement que les transferts, c'est-à-dire qu'il y a une iniquité, on encourage les transferts externes plutôt que d'encourager les transferts internes. Sauf que nous, ce n'est pas cette question-là. Nous, c'est comme, c'est clair, la loi, elle est ce qu'elle est. Ce que nous, qui nous intéressait, c'était de quantifier l'étendue de cette iniquité fiscale-là. Premièrement, on parle de combien d'entreprises. Hein? Dans tous les rapports, là, François va y revenir plus tard, dans la plupart des rapports, on parle, chacun, mettons, PricewaterhouseCoopers ou Raymond Chabot, Grant Thornton, eux parlent par rapport à leur propre clientèle, mais leur clientèle ne représente qu'une portion du marché du reprenariat au Québec, par exemple, ou au Canada. Okay? Donc, à quel point c'est le nombre de clients qu'eux disent qu'ils ont, qui font face à ce choix déchirant-là, est-ce qu'il est représentatif? Est-ce que c'est l'ensemble du marché? C'est quoi? Et deux, une fois qu'on a le nombre, là, on peut se dire combien ça vaut en bout de ligne. Okay? Cette iniquité fiscale-là, elle représente combien de dizaines, de centaines de millions de dollars, par exemple. Okay? Et c'est là-dessus que nous, on s'est vraiment attardé. Et pour vendre le punch, okay, ce qu'on a remarqué, c'est qu'effectivement, le choix est déchirant parce que de transférer l'entreprise à un membre de la famille, l'entreprise pourrait valoir plus. De la transférer à l'externe, elle pourrait valoir moins. Okay? Et donc là, la question,
qui est posée ici, là, celle qui est posée également dans le mémoire qui a été déposé. Oh, là, vous ne le verrez pas, là, mais le CETEC a déposé un mémoire dans les consultations prébudgétaires. C'était que je ne peux pas bénéficier, je pourrais céder mon entreprise, par exemple, à la famille et bénéficier d'un gain de capital plus élevé, ou bien, mais là, je suis imposé sur ce gain en capital-là, versus le transférer mon entreprise à l'externe pour bénéficier justement de l'exonération du gain en capital. Mais là, ça ne veut pas dire que de transférer l'entreprise à un membre de la famille ou de vendre l'entreprise à quelqu'un de l'externe, que l'entreprise va valoir la même chose, hein, que le produit de la disposition serait le même. Et c'est ça qui nous a intéressés dans cette étude-là. OK? Et donc, toute la question de recherche qu'on avait découle essentiellement du premier rapport qu'on avait fait, qui était, bien, OK, donc on comprend le concept. Là, la question, c'est il y a combien de ces entreprises-là au Québec qui veulent être transférées? Il y en a combien qui veulent être transférées à la famille versus il y en a combien qui veulent être transférées à l'externe? Okay? C'est ça essentiellement, c'est le choix qu'on essaie de décrire. Et là, dans le premier rapport, l'enquête sur le financement et la croissance des PME, qui origine de l'Institut de la recherche sur les PME, José pourrait nous en parler. Okay? Le modèle de cette enquête-là vient de l'INR-PME. Okay? Il y a une question qui a été posée à quelques reprises, okay? Pas toujours posée, mais en 2017, on avait posé la question aux propriétaires dirigeants de PME avec employés, okay? Est-ce que vous avez l'intention, au cours des 5 prochaines années, de céder l'entreprise, de transférer votre entreprise? Et là, on ne pose pas encore le mode de question, on fait juste dire c'est combien. Et on remarque que pour les 2 dernières années qu'on avait disponibles avant, excusez, hein, on voit qu'il y avait 23% des propriétaires dirigeants d'entreprises au Canada au Québec qui voulaient transférer l'entreprise au cours des 5 prochaines années, donc pour la période 2017 à 2022, et un peu inférieur, 19,3%, au Canada dans son ensemble. Okay? Donc, on n'avait pas les données ici pour séparer le Québec là, du reste du Canada. Donc, essentiellement, au Canada, c'est plus faible que ça. Dans le reste du Canada, c'est un peu plus faible que ça. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en l'espace de 10 ans, il y a eu un bond assez important des intentions de transfert par rapport aux intentions de fermeture en 2007. Donc, le transfert d'entreprise est devenu de plus en plus important au Québec et au Canada. Et de cette augmentation des intentions de transfert, et l'explication principale, c'est le vieillissement de nos propriétaires, propriétaires dirigeants d'entreprise. Ce qu'on remarque également, c'est dans le mode de transfert, François, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait plusieurs modes de transfert. Okay? Les 3 ici qui sont considérés, il n'y avait pas la question, on demandait une combinaison de ces différents modes-là. On remarque également qu'au Québec, la proportion des propriétaires dirigeants d'entreprises qui veulent céder à la famille est supérieure à ce qu'on retrouve dans le reste du pays. Okay? Au Canada dans son ensemble, donc 27% pour le Canada dans son ensemble et 31% au Québec. Mais regardez la différence sur vouloir transférer l'entreprise à l'externe. Okay? Au Québec, c'est beaucoup moins important que ce qu'on observe dans le reste du Canada. Et comme les règles fiscales visent vraiment, l'iniquité vise les transferts familiaux, bien, on s'est intéressé à dire, si on avait à comparer, c'est quoi l'implication, les effets, les conséquences de cette iniquité fiscale-là? Bien, pour être capable de le mesurer, ça nous prend le nombre et ça nous prend la valeur du gain en capital. Okay? Essentiellement, c'est les 2 variables qu'on cherche à obtenir. Et là, juste un aparté, là, si vous pensez que 7 000, donc, si on retourne ici, là, ça donne, vous remarquez ici, là, on parle annuellement, c'est la moyenne au Québec, là, entre 2017 et 2022, on parle de 7 500 PME par année. C'est énorme. Okay? C'est énorme comme chiffre. Okay? C'est pas 300. Là.
Ce n'est pas 600, c'est 7500 par année. Et là, à cause de la pandémie, ils ont repris la question de l'enquête. Ils l'ont administrée dans cette enquête-là qui s'appelle l'enquête canadienne sur la situation des entreprises. Et pendant la pandémie, je sais qu'Étienne, puis probablement d'autres qui sont là, ont étudié justement la pression psychologique qui a été causée par la pandémie. Pensez-y, là, vous êtes quelqu'un qui branlait dans le manche pour vouloir transférer l'entreprise avant la pandémie. Arrive la pandémie. Si on regarde les résultats de cette enquête-là, qui est exactement la même question qui a été posée, sauf qu'on demande pour la prochaine année, hein, on parle de 15 000 entreprises de PME au Québec dont le propriétaire dirigeant souhaite transférer l'entreprise au cours d'ici la fin de 2021, donc d'ici la fin de cette année. Et de ceux-là, ce n'est pas 51 %, c'est 88 % souhaitent transférer l'entreprise à l'externe. Il y a beaucoup de boulot pour les CPA, les CFA et les notaires. Hein? Ça, je peux vous le dire. Okay? C'est ça l'implication. Au Canada, si on regarde au Canada dans son ensemble, c'est 50 000 PME. C'est énorme. Okay? Et là, bien entendu, s'il y a de l'inéquité fiscale qui favorise un transfert vers l'externe et que ce transfert-là est moins payant pour les cédants, bien, ça peut avoir des conséquences vraiment désastreuses par rapport aux fonds de pension et ainsi de suite. Là. OK? Donc, je vais laisser François prendre le relais ici. OK? Et ça, pourquoi elle vient de où cette inéquité fiscale-là qui encourage le transfert externe? Je vais laisser François en parler. Donc, essentiellement, ce qu'on a, c'est qu'on a une problématique au niveau... Voyons. J'ai perdu mes diapos. OK, les là. OK, donc essentiellement, on a un problème, en fait, au niveau de l'exonération du gain capital. Donc, l'exonération du gain capital, c'est une mesure qui fait en sorte que, en fait, on parle du gain capital ou on parle du gain capital imposable. Donc, le gain capital imposable, il représente en fait la moitié du gain capital. Le gain capital, ça représente en fait la différence entre le produit de disposition et le coût en fait qu'on a. Donc, essentiellement, quand on peut bénéficier de l'exonération de gain capital, ce qui fait en sorte que, dépendant si vous êtes une action admissible de petites entreprises ou plus spécifiquement dans le domaine en fait, des pêches et de l'agriculture, votre exonération peut aller en fait de jusqu'à 883 000 ou 1 million de dollars. Et quand on parle, en fait, là, ça c'est au niveau du gain capital, et quand on parle en fait du gain capital imposable, donc la déduction, elle est en fait la moitié de ça. Donc on parle en fait d'un montant de 400 quelques mille ou de 500 000. Donc essentiellement, en fait, c'est l'idée en fait qu'on a à l'intérieur de ça. Donc, il y a en fait beaucoup d'éléments qui, en fait, des règles fiscales plus particulières qui font en sorte que, évidemment, les gens veulent bénéficier de ça, et des fois pas toujours, en fait, là, un peu en contournant, en fait, les règles fiscales. Donc, il y a beaucoup de règles qui font en sorte que, pour essayer, en fait, de limiter ou de contraindre, je dirais, à la fois les conseillers et les entrepreneurs de bénéficier, en fait, de l'exonération de gain capital. Donc, il y a certaines règles, en fait, qui sont présentes. C'est un problème, en fait, qui est présent, pas nécessairement l'exonération, mais toutes ces questions-là est-ce qu'on devrait imposer, en fait, le gain capital au même niveau que le revenu d'emploi, par exemple? Bon, c'est des choses, en fait, qui existent depuis les années 60. Là. OK, Marc, la prochaine. OK, donc là, en fait, il y a certaines citations, en fait, qui existent. On va sauter à l'autre. Le j'aille après? Oui. Donc, essentiellement, en fait, donc, comme Marc l'a mentionné tantôt, l'idée, c'est vraiment de quantifier l'ampleur, en fait, des inéquités fiscales pour les propriétaires de PME au Québec et au Canada. Donc, et en particulier ceux qui souhaitent, en fait, transférer leur entreprise en membre de la famille. Parce que c'est beau de dire, oui, oui, on est contre, puis c'est pas égal, mais l'idée, c'est, OK, ça représente combien en argent, là? À la fois pour, en fait, les entrepreneurs,
mais à la fois aussi pour les pouvoirs publics, pour qu'ils sachent que s'ils disent oui à une mesure X qui est proposée par une firme de consultants ou une commission d'enquête ou peu importe, qui suggère en fait cette recommandation-là, bien, effectivement, ça va faire en sorte que ça va coûter. On est capable de mettre ou de tenter de commencer à mettre en fait un montant d'argent par rapport à la valeur de ce que ça peut, être. OK, prochaine. Non? OK, donc il y a déjà, en fait, là, il y a déjà eu des règles. En fait, là, donc, évidemment, un des problèmes qu'on a, c'est qu'au Québec, en fait, il y a le système fédéral et il y a le système québécois. Okay? Et normalement, le système fédéral et le système québécois, ils marchent souvent ensemble, mais il y a une spécificité ou une société distincte, en fait, qui se présente, en fait, au Québec. Et donc, le Québec aime bien ça, avoir des choses, en fait, un petit peu différentes. Ce n'est pas un commentaire politique, c'est sûrement juste un commentaire, une remarque. Okay. Donc, il y a, en fait, au Québec, il y a eu des assouplissements en 2017-2018 pour essayer d'améliorer ça. Sauf qu'évidemment, ça allait améliorer juste le côté, en fait, québécois et non pas le côté fédéral. Il y a également des choses, en fait, il y a eu des projets de loi à la fois en 2017 et en janvier 2021, donc c'est un sujet quand même relativement d'actualité, pour faire en sorte de changer ça. Donc, il y a une reconnaissance que c'est un problème, là. Et pour ceux, en fait, qui sont intéressés avec la loi de l'impôt, on parle, par exemple, des articles 84 et 55. Là. Donc, c'est 84.1 et 55. Donc, en fait, c'est au niveau de ces articles-là où il y a des difficultés, là, parce que c'est des articles de loi qui sont compliqués, okay, même pour des fiscalistes chevronnés. Et donc, évidemment, même pour des entrepreneurs, ça n'ajoute pas, en fait, à la question de simplicité. OK, donc, prochaine. OK, donc, essentiellement, ce qu'on va regarder, c'est, on a regardé, en fait, en termes de méthodologie, donc, c'est quoi, en fait, les facteurs, en fait, qui influencent. On a, en fait, un exemple de calcul qui va nous servir à ça, et ensuite, il va y avoir le paquet de données, en fait, qui vont être utilisés pour être capable d'estimer ces éléments-là. OK, donc, si on regarde au niveau de l'influence des facteurs, donc, on a le propriétaire, on a la PME, et on a le contexte. Donc, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement le seuil de l'exonération. Okay? Tantôt, je vous ai dit 883 ou 440. En fait, là, nous, on a aussi les données parce que les données, c'est des données de 2017. Donc, on parle en fait, à l'époque, l'exonération était de 835 000 et donc de 417 000. Donc, un des problèmes qu'on a, c'est la question, en fait, de seuil de l'exonération. Et l'autre élément, en fait, particulier au niveau fiscal, c'est la notion, en fait, de lien de dépendance. Donc, c'est ces deux éléments-là, en fait, qui vont nous intéresser. Okay. Donc, au niveau de la vente d'une entreprise, essentiellement, on a deux grandes catégories, en fait, d'options. Soit la vente des actifs ou soit la vente des actions. Okay. Dans notre cas, on a en fait privilégié la vente des actions parce que la vente des actifs, on n'a pas le détail de l'information pour être capable d'examiner avec les données disponibles la vente des actifs. Ce n'est pas que ce n'est pas intéressant, c'est juste qu'on n'a pas l'information. Okay? Donc, on s'est rabattu sur la vente des actions et compte tenu du fait que l'exonération de gain capital s'applique essentiellement pour les actions de PME ou à la vente des actions. Okay? C'est différent pour les biens agricoles, mais essentiellement, c'est la vente des actions de façon qui est souvent plus intéressante en raison justement de l'exonération de gain de capital. Donc, il y a en fait la question de l'exonération de gain de capital. Il y a à l'intérieur de l'exonération de gain de capital, il y a la question du taux d'inclusion, donc la demi, en fait, pour passer du gain capital au gain capital imposable. Il y a la question en fait de seuil d'exonération que j'ai déjà mentionné de 800 ou de 400 000. Il y a la question des actions admissibles de petites entreprises, les AAPE, ou les biens agricoles et de pêche en fait admissibles, les BAPA. Donc, ils ne sont pas sur le même seuil et ils ne sont pas sur les mêmes règles tout à fait. Okay? Donc, il y a une question d'admissibilité, et c'est là en fait qu'il y a un des problèmes. Et il y a évidemment la question de l'indépendance pour lier avec la question du lien en fait familial. Parce que si vous avez
En fait, si vous vendez à quelqu'un en fait, qui est externe, ça ne pose pas de problème. Le problème vient lorsqu'il y a des liens de dépendance. OK, prochaine. OK. Donc, essentiellement, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a en fait un exemple de calcul. Donc, l'idée, en fait, et ce calcul-là, en fait, c'est le cadre, en fait, qui nous sert qui va nous servir, dans le fond, vous allez retrouver avec tous les tableaux que Marc va présenter tantôt. Donc, essentiellement, ce qu'on a, c'est, si on prend juste la première colonne, donc, en fait, on a le produit de disposition, on a un prix de base ajusté qui est notre coût, ça nous donne un gain. Potentiellement, on pourrait avoir une réserve s'il y a un montant qui est différé au fil du temps. Dans notre cas, en fait, on a éliminé cette possibilité-là, donc elle n'existe pas. Mais ce serait si la réserve existe et donc pourrait réduire, en fait, là, ou étendre dans le temps l'impact fiscal. Mais le gain va quand même demeurer là. Donc, ensuite de ça, on a le gain capital. On a notre taux inclusion qui est d'une demi, qui nous donne le gain capital imposable. Et ensuite, on a le gain capital, la déduction pour gain capital, qui est dans le premier cas, en fait, l'ensemble du gain capital. Et dans le deuxième cas, en fait, parce qu'on a pris, en fait, deux exemples ici, avec un produit de disposition de 100 000 et un produit de disposition de 2 millions. Donc, avec un produit de disposition de 2 millions, notre gain capital imposable est de presque 1 million. Et ensuite de ça, notre déduction de gain capital est à peu près la moitié de ça. Donc, on se retrouve avec un revenu imposable supplémentaire de 581 000. Donc, si on compare, par exemple, la colonne B, donc A et C, c'est la même chose. OK? B et D, c'est la même chose. La seule différence, c'est, en fait, ce qui est en rouge, c'est où j'ai le droit à la déduction pour gain capital ou je n'ai pas le droit à la déduction pour gain capital. Évidemment, si je n'ai pas le droit à la déduction pour gain capital, ce qui est les colonnes C et D, bien, je me retrouve avec un revenu imposable supplémentaire de presque 50 000 ou, en fait, de presque 1 million, c'est-à-dire à peu près la moitié de notre produit de disposition. OK. Merci, François. Donc, essentiellement, ce que François vous a expliqué, OK, c'est que c'est un enjeu qui est connu depuis longtemps. OK. Au niveau fiscal, les commissions royales sur la fiscalité ont toujours dit qu'il faut traiter $1 est $1. Mais dans les années 80, hein, on a voulu encourager la prise de risque, encourager la création de PME en disant, bien, si vous devenez entrepreneur, vous allez avoir accès à une exonération des gains de capital et ça, ce gain de capital-là ne sera pas imposé. Et donc, c'est la question, il y a à l'intérieur de cette considération-là, donc il y en a deux. Hein, c'est ce qui a été démontré par François dans son calcul théorique. C'est que, effectivement, ça dépend de la valeur de l'entreprise. Est-ce que la valeur de l'entreprise fait en sorte que tu atteins le seuil ou tu le dépasses? OK, le seuil. Et si tu dépasses le seuil, est-ce que tu es éligible ou tu n'es pas éligible? OK? Si tu es éligible à l'exonération, bien, c'est bien. Donc, si tu es en dessous du seuil de 417 858 $, tu gardes l'ensemble du gain en capital qui est non imposable. Mais si tu n'es pas éligible, ben, peu importe c'est quoi le montant, tu vas payer de l'impôt sur le revenu à ton taux marginal qui est entre 12 et 50 %. Okay? Donc, la question, c'était ça. Donc, tous nos tableaux sont tout simplement structurés en fonction, OK, d'essayer d'estimer pour les entreprises, est-ce qu'il y a un lien de dépendance? Donc, clairement, un individu, un propriétaire qui dit « Je veux céder mon entreprise à la famille », il y aurait un lien de dépendance, Et deux, ça nous prend une estimation du produit de la disposition pour être capable de dire, bien, si cette personne-là veut transférer à la famille, est-ce qu'elle tomberait en haut ou en bas du seuil? Comme François l'a montré, attends un petit peu, je retourne en haut. Comme François l'a montré, hein, si je suis en bas du seuil, hein, même si je suis admissible ici à la déduction, si je suis admissible, ben, il y a au moins le 417 858 $ sur lequel je n'aurais pas besoin de payer d'impôt. Mais si je ne le suis pas, je dois le payer au complet. OK? Et donc, ça peut avoir des conséquences vraiment importantes, OK,
sur le fonds de pension de ces entrepreneurs-là. Donc, notre stratégie d'estimation, c'était est-ce que c'est possible d'avoir des données où on est capable de recouper, les intentions, parce qu'il y a une différence ici entre les intentions de vouloir transférer. On sait qu'une intention, de l'intention à aller jusqu'à la réalisation d'un transfert, il y a une grande différence. On est en train de travailler sur résorber cette différence-là, estimer c'est quoi la différence entre l'intention et l'action, je dirais. Mais je dirais encore plus, c'est qu'entre l'intention, quelqu'un qui est vraiment déterminé à faire un transfert, ça peut prendre 3, 5, 6, 7 ans avant de passer à travers tout le processus d'un transfert d'entreprise. Donc, l'idée ici, c'est qu'on veut, les CETEC et autres de ce monde encouragent les propriétaires de PME à y réfléchir longtemps d'avance pour faire justement leur planification, non seulement de céder l'entreprise au niveau de la direction, au niveau de la direction des employés, les stratégies, tout ça, aux repreneurs, mais également au niveau fiscal. Okay? Ça, c'est particulièrement, il y a des citations dans le rapport, on vous en donne plein, où effectivement, les gens de Raymond Chabot, Grant Thornton, PricewaterhouseCoopers encouragent les propriétaires de PME justement à les consulter le plus tôt possible pour tenter justement de minimiser, et l'utilisation de la réserve, par exemple, pourrait être une façon qui pourrait être utilisée pour minimiser justement l'impact. Donc, pour les intentions, on a des données là-dessus. On utilise l'enquête sur le financement et la croissance des PME de 2017 qu'on avait utilisé dans le premier rapport. Ça nous donne une estimation de la population, de la population des PME avec employés dont le propriétaire veut céder. Et là, l'originalité ici, c'est qu'on a également accès au fichier T2 de l'Agence du revenu du Canada. Et ça, c'est pour l'ensemble de toutes les PME. Okay? Les entreprises doivent déclarer leurs revenus, leurs actifs, leurs passifs et ainsi de suite lorsqu'ils déposent leur rapport d'impôt. Et on a accès excusez le terme anglais, au record là, détaillé pour chacun de ces actifs-là pour l'ensemble des PME canadiennes. Le truc, ensuite, c'est de fusionner, d'apparier les données de l'enquête sur le financement financement et la croissance des PME avec le fichier administratif qui nous donne de l'information sur la valeur des ventes et également sur la valeur des actifs. La population visée de l'enquête, c'était de 840 989 PME à travers le Canada, dont à peu près 163 000 au Québec. L'échantillon retenu par Statistique Canada pour l'enquête sur le financement et la croissance, c'est 10 338. Lorsqu'on a combiné, parce que là, il y a des sociétés privées, il y a des sociétés qui ont disparu entre-temps, qui ont rempli le sondage puis qui n'ont pas déposé de rapport d'impôt et ainsi de suite, on aboutit avec un échantillon de arrimage entre le fichier administratif et l'enquête à 9 034 PME à travers le pays. Okay? Et donc, à travers ces appariements-là, on a des fichiers complets qui donnent non seulement de l'information sur un paquet de caractéristiques des PME, l'âge de son propriétaire, bon, j'en passe, et également, ce qui est important ici, le revenu annuel et les actifs nets déclarés. Et là, bien entendu, on s'est assuré qu'il n'y avait pas d'erreur de transcription et tout ça. On a été capable de valider plusieurs des cellules. On a perdu 13 de l'échantillon à cause justement qu'il y en a qu'on n'était pas capable de réconcilier. Donc, il a fallu qu'on repondère l'ensemble de l'enquête pour refléter la population des PME de l'enquête. Donc, qu'est-ce que ça donne en bout de ligne? Là, on commence à rentrer dans le détail. Juste pour vous donner une idée de la taille de l'échantillon et en fait de la population, c'est pour ça qu'on dit que c'est des estimations, parce que nous, notre échantillon, il est plus petit que ça. Mais ça représente quand même, on obtient que pour la période de 5 ans, on obtient que pour l'ensemble des PME au Québec, toutes les industries, incluant, François en a parlé, agriculture, pêche et toutes les autres industries, on obtient qu'il y a essentiellement 10 414 PME
qui ont l'intention de transférer au cours de la période 2017-2022. À ceux-là s'ajoutent 23 453 qui veulent transférer, mais soit à l'interne ou à l'externe. Okay? Donc, le nombre total est assez important et on remarque, on obtient 31% qui est près de notre échantillon initial, ce qu'on avait identifié. Mais ce qui est important ici, c'est que de ces entreprises-là qui sont intéressées aux transferts familiaux, on est capable maintenant de les séparer entre celles qui ne dépassent pas le 417 838 de gains en capital, okay, selon le produit de la disposition, des autres qui le dépasseraient. Okay, et là, juste pour vous donner une idée de l'ensemble, donc, pour les 10 000 entreprises, les 10 000 PME qui voudraient être transférées, celles qui sont en dessous du seuil, celles dont, si on procédait à la vente d'actions, on obtiendrait moins de 417 838 de gains en capital. Les ventes annuelles, le chiffre d'affaires annuel moyen de ces PME-là, c'est 1,3 million, alors que celles qui le dépasseraient, le revenu, le chiffre d'affaires moyen annuel, est de 7,7 millions de dollars. Et remarquez ce qui est intéressant au Québec, qui n'est pas le cas au Canada. Je vais y revenir rapidement plus tard. Peut-être qu'on pourrait y revenir pendant la période de questions. Mais remarquez qu'au Québec, si on veut faire un transfert familial, mais qu'on ne dépasse pas le seuil d'exonération, donc on parle d'entreprises ici à faible capitalisation, selon le seuil d'exonération, remarquez que ceux qui veulent aller à l'extérieur, elles valent moins, quasiment la moitié, un peu plus de la moitié. C'est quand même intéressant. Donc, ça veut dire que les propriétaires de PME qui veulent aller à l'externe, ce n'est pas les PME dont la valeur des actifs est la plus élevée. Et c'est également le cas pour celles qui dépasseraient le seuil d'exonération. Et là, je vous fais remarquer, là je ne vous vois pas, attendez un petit peu. Vous remarquez ici, là, ça, c'est des milliards. De combien représente l'ensemble de ces PME-là en termes de revenus annuels? Ça, c'est 67 milliards de dollars. Fait que comme je vous disais tout à l'heure, il y a le nombre, puis ensuite, il y a la valeur associée à ce nombre-là. Ce n'est pas de la petite bière. Donc, là, ce qu'on a fait, c'est qu'exactement, ça c'est pour les autres provinces canadiennes. On remarque encore une fois que le transfert d'entreprise pour les petites capitalisations au Canada, les autres provinces canadiennes autres que le Québec, on retrouve pour les petites capitalisations, encore une fois, que les entreprises à faible capitalisation, selon le seuil d'exonération, ont plus de valeur, donc on veut les transférer à la famille, ce qu'on décourage dans le fond, rappelez-vous. Alors que si on dépasse le seuil, bien là, au Canada anglais, là, on a qu'effectivement, les autres types de transferts, ces entreprises-là ont un chiffre d'affaires plus important. Et encore une fois, regardez la taille. On parle de 142 milliards de chiffre d'affaires annuel pour les PME qui souhaitent procéder à un transfert au cours des 5 prochaines années en 2017. Tous ces chiffres-là sont pour 2017. Donc, pour estimer le gain en capital imposable, il y a un certain nombre d'hypothèses que François a déjà énoncées. Il y a effectivement que l'intention est de 100% des actions de la PME. Le propriétaire détient 100%. On sait qu'il y a à peu près 30% des PME au Canada et au Québec, à peu près, là, ça change, là, qui sont détenus par 2 propriétaires. Ça, on le sait, mais on n'a pas la proportion. Ça, on va l'avoir dans le futur. Que le gain en capital est égal au produit de la disposition. Donc, François nous a expliqué les autres, je dirais, stratagèmes qui peuvent être utilisés pour minimiser la grosseur du gain en capital. La propriétaire est éligible à 100% de l'exonération à vie. Bien entendu, si je suis un entrepreneur de série, j'ai peut-être déjà capitalisé du gain en capital. Donc, ça veut dire, c'est comme si c'était en fait, on prend le cas limite
le plus important. C'est ça que ça veut dire. L'important aussi, c'est que quand on va vous présenter les chiffres dans les tableaux, okay, on a appliqué le seuil selon le secteur d'activité. Donc, si tu étais une PME dans le secteur de l'agriculture, des pêches, okay, on t'a appliqué le seuil de 500 000, mais tous les autres secteurs, on a appliqué le seuil de 417 858 $. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pour revenir là, à la ligne rouge que François vous avait identifiée, okay, donc, on a estimé, okay, puis on a pondéré nos estimations en fonction d'aller chercher ce gain en capital imposable moyen-là pour les PME dont le propriétaire avait l'intention de procéder à un transfert selon le mode de transfert. Okay. Ce qu'on obtient, c'est qu'au Québec, en 2017, okay, il y avait 7 580 propriétaires de PME qui comptaient céder l'entreprise à la famille et la valeur estimée moyenne, qui est une valeur estimée un peu là, c'est comme un maximum, okay, est de 91 567 $ en moyenne pour ceux-là, pour ces 7 580-là. Pour celles qui dépassent le seuil, on est à 2 millions, essentiellement 2 millions. D'où, demandez-vous pas d'où viennent les calculs théoriques de François. Ils viennent de, on savait qu'on voulait à peu près des exemples qui diraient que c'est à peu près 100 000 puis à peu près 2 millions. Okay? Mais remarquez, l'important, c'est que parce que je veux faire un transfert familial ici, ce 91 567 devient, en 100 % devient du revenu imposable additionnel moyen sur lequel je vais appliquer l'impôt sur le revenu, le taux marginal qui va être appliqué. Et si je dépasse le seuil, hein, donc essentiellement, je vais y revenir, c'est sur un revenu additionnel de 2 millions. Alors que si je procédais à un autre type de transfert, et c'est là que ça devient intéressant, okay, c'est que si je procède à un transfert, je perds à peu près 30 % de la valeur de ma PME parce que je dois procéder à un transfert externe. Bon, il y a différentes théories autour de ça, je ne veux pas rentrer là-dedans tout de suite, mais il y a des très bonnes explications pourquoi ce serait le cas. Okay? Et là, bien entendu, j'ai moins de gain en capital, mais au moins mon gain en capital est exonéré. Hein, j'ai le droit à la déduction. Donc, je ne paye pas d'impôt sur le revenu additionnel. Bien entendu, si on dépasse le seuil, bien, au moins je bénéficie de la valeur moyenne ici. Pourquoi c'est 411 000? C'est parce que ça reflète la combinaison sectorielle entre secteur d'agriculture et pêche et tous les autres secteurs des entreprises, des PME qui ont répondu à la question. Et donc, ça donne quand même un revenu imposable additionnel de 1,6 million quand même. Et là, faites le total de tout ça. Hein, ça, c'est sur 5 ans. Hein, c'est les intentions quinquennales. Mais on peut prendre le total sur 5 ans et on peut le diviser sur 5 ans, comme le fait le ministère des Finances, et ça donne des chiffres assez importants. Un tableau qui est important qu'on obtient, okay, puis là, ici, il y a certaines cellules que nous, on n'a pas le droit de divulguer parce que le nombre n'était pas assez important. C'est qu'on se rend compte que si on regarde au Québec, mais qu'on toutes les industries excluant l'agriculture et de la pêche, remarquez une chose, le gain en capital ici, hein, estimé moyen, il est plus petit que dans l'autre tableau. Ça, ce que ça veut dire, c'est que dans ceux qui veulent transférer à la famille, c'est essentiellement dans le secteur de l'agriculture. En fait, ce que ça veut dire, c'est que ceux qui veulent le transférer dans le secteur de l'agriculture et des pêches, leurs PME valent plus. Secteur laitier au Québec, secteur agricole. Okay? Et c'est ça que ça veut dire. Donc, en fait, l'inéquité qu'on est en train de décrire, elle est proportionnellement plus importante pour les PME à faible capitalisation et en particulier dans le secteur de l'agriculture et des pêches. Okay? Ça, c'est pour les autres provinces canadiennes. On obtient dans nos estimations à peu près le même portrait, sauf que dans le reste du Canada, ce qui est intéressant ici, okay, vous voyez que la valeur des actifs nets, ceux qui veulent vendre à l'extérieur du Canada, contrairement au Québec, veulent vendre des entreprises essentiellement à l'externe,
veulent vendre des entreprises qui ne sont pas rentables. C'est des entreprises qui s'en vont en fermeture. OK? Et là, je rappelle que c'est peut-être pas anodin que l'année où on a fait l'enquête, 2017, ça s'est passé de septembre à octobre, quand ils ont pris les données, correspond à peu près 4 mois, 5 mois plus tard qu'il y avait eu l'annonce par le gouvernement du Québec de vouloir introduire certains assouplissements. Et donc, on pourrait avoir un effet au Québec. Les gens ont dit, ah, enfin, on va pouvoir transférer à la famille. Donc, on a un taux plus élevé, puis en plus, ça donne que c'est les entreprises qui ont une meilleure valeur, qui ont décidé de retourner au secteur familial, alors que dans le reste du Québec, si les lois provinciales et les lois fédérales restent les mêmes, bien, on n'observe pas, on observe le pattern qu'on observe au Québec, il est différent de ce qu'on observe. Donc, ça, c'est les effets, là, vraiment, cellule par cellule. On a donc le nombre et la valeur du gain de capital imposable par nombre. Et donc, on est capable d'estimer pour l'ensemble de la province et l'ensemble du Canada, excluant le Québec, la valeur de ces gains en capital-là. Et là, attachez vos trucs. On ne parle pas, hein? On se dit, ah oui, mais le gain en capital, c'est juste 91 000 pour 7 500. Oui, OK, bon, on fait le calcul là, pour chacune d'entre eux. OK? Le gain en capital pour tous les transferts d'entreprises au Québec, c'est un marché de 3,1 milliards par année. OK? C'est pas de. En anglais, on dit it's not beer and popcorn. C'est un chiffre absolument effarant et c'est 8,2 milliards par an au Canada anglais. Ça, c'est le marché. Ça, c'est ce que les cédants veulent récupérer. OK? C'est énorme comme transfert de richesse qui est en train de se faire des propriétaires de PME actuels vers la prochaine génération. Et ça, c'est les chiffres de 2017. N'oubliez pas ce que je vous ai dit pour ce qui s'en vient en 2021. Le marché est énorme. OK? Donc, ça équivaut en termes de richesse totale, hein, OK, à 1 pour le Québec, juste pour se donner un ordre de grandeur. Oui, mais 3,1 milliards, c'est quoi? Bien, c'est à peu près 3,1 % du budget du gouvernement du Québec, OK, dans l'ensemble, OK, des dépenses, mais ça équivaut à peu près à 1,4 % de la rémunération de tous les emplois au Québec. OK? L'inéquité, c'est-à-dire la différence, OK, juste la différence entre transférer à la famille versus transférer à l'externe, c'est une iniquité de presque 2 milliards de dollars. Et ce qui n'est pas connu hein, dans les rapports jusqu'à présent, dans tous les rapports Chambre de commerce, PricewaterhouseCoopers, on présente souvent ça comme étant un effet disproportionné, une iniquité qui s'applique aux grandes entreprises. En fait, ceux qui supportent la majorité du fardeau de cette iniquité-là, c'est les plus petites entreprises. C'est les propriétaires qui vont vendre leur entreprise pour 90 000, pour 100 000 $. C'est eux qui font les frais de cette iniquité fiscale-là de manière disproportionnée. Donc, si on tient compte également du taux de taxation, l'iniquité fiscale maximale annuelle, OK, on l'estime au Québec à peu près à 246 millions, tout dépendant du taux marginal d'imposition que les gens ont, que les propriétaires de PME auraient. C'est de 246 millions à 1 milliard. OK? Donc, ça, c'est pour la période quinquennale. Donc, il faudrait le diviser par 5 pour obtenir la moyenne annuelle. 50 millions au Québec, que ça représente de revenus supplémentaires pour les cédants, pour encourager le transfert d'entreprise. Et au Canada anglais, on parle de 500, donc à peu près une centaine de millions. Dans les autres provinces canadiennes, une centaine de millions par année. Dans les deux cas, on est à peu près, l'iniquité fiscale, elle est estimée à peu près à 16 %, entre 16 et 17 %, le 16,5 à peu près, là, du gain en capital total réalisé dans un transfert d'entreprise. C'est énorme. OK? C'est des montants vraiment énormes. Et c'est pour ça que la citation au début, je disais, avec François, on disait, c'est un problème qui est connu depuis longtemps.
En 1995, il y a un fiscaliste qui avait écrit, qui avait dit il y a juste avec des données probantes, est-ce que vraiment la mesure, elle a les effets anticipés que va nous permettre de résoudre la question de la lutte au dépouillement de surplus versus encourager l'entrepreneuriat? Bien, vous voyez les chiffres, c'est des chiffres absolument énormes qui ont été permis justement parce qu'on a été capable de combiner les deux sources de données. Je vais laisser François prendre le relais, puis on va conclure rapidement. Oui, donc on a certaines, en fait, on a certaines limites en fait, sur lesquelles on a déjà passé, donc on va aller à la prochaine. On pourra revenir aux besoins. Donc, en fait, dans le passé, il y a eu en fait beaucoup de recommandations antérieures. On a recensé en fait 22 rapports entre 1998 et 2019. Une grosse partie de ces rapports-là ont été émis, par exemple, dans le cadre de la commission d'examen de la fiscalité qui a mené, en fait, là, qui était menée par Luc Godbout de l'Université de Sherbrooke. Donc, en fait, on a différentes, donc on a un rapport distinct qui traite, en fait, ou qui résume l'ensemble, en fait, de ces éléments-là. Donc, le premier groupe qui est, en fait, vous voyez, là, il y en a quand même un grand pourcentage des rapports qui, avec presque 2/3 des rapports, qui parlent, en fait, des changements techniques, en fait, à la loi de l'impôt sur le revenu, des changements à la déduction, en fait, de gain capital elle-même, des changements même au gain capital et au taux d'inclusion, qui devrait non pas nécessairement être de une demi, mais qui pourrait même aller à 3/4 ou même à 100%. Et il y a plein d'autres mesures qui s'appliquent à des éléments particuliers, par exemple les boisés ou toutes sortes de trucs qui sont possibles. Donc, si on ramène en fait à nous, nos recommandations par rapport à ça, donc trois éléments. Donc, assouplir les conditions d'admissibilité à la déduction pour le gain capital pour les transferts légitimes, peu importe le type de transfert. Donc là, en fait, au lieu de parler de transfert familial ou externe, la question c'est est-ce que c'est un vrai transfert, donc un transfert légitime, ou est-ce qu'on essaye de transférer artificiellement? Parce que je peux avoir en fait là, des actions que je détiens personnellement et je les transfère à une société qui m'appartient. C'est un transfert, mais en pratique, c'est la même personne. Là. Donc, c'est un exemple, en fait, où quand je le transfère vraiment, en fait, à une personne, à un successeur ou à un repreneur qui, lui ou elle, en fait, va bénéficier ou va vraiment, en fait, aller pour poursuivre, en fait, l'entreprise, ben, c'est ce qu'on appelle, en fait, les transferts légitimes. Le deuxième, c'est l'harmonisation des règles fiscales entre le gouvernement fédéral et provincial. Donc, on sait que c'est relativement facile là, que le fédéral et le provincial s'entendent. Donc, normalement, ça devrait être quelque chose qui devrait être fait relativement facilement. En particulier pour faire en sorte que les secteurs les plus menacés, plus porteurs en fait de retombées, soient en fait favorisés ou non pas défavorisés. Et mettre en œuvre les réformes fiscales nécessaires à la relance en fait des PME et au transfert en fait de PME familiales. Donc, même ensuite, au rapport en fait qu'on a eu, il y a même d'autres, en fait, dans les consultations prébudgétaires de cette année, en fait, au Québec, il y a même en fait d'autres rapports en fait qui sont rajoutés, qui ajoutent en fait d'autres éléments de recommandation. Oui, c'est un point important. Donc, non seulement le CETEC a utilisé le rapport pour faire ses propres présentations au gouvernement provincial et fédéral, mais on a retrouvé dans les recommandations de Raymond Chabot de Grant Thornton qui ont été publiées le 15 février dernier, exactement la recommandation du rapport qu'on a fait. OK? Donc, pour conclure rapidement, là, je ne veux pas. Donc, il y a un tsunami qui est en train de se faire sur le vieillissement des propriétaires de PME. OK? Ce n'est pas juste le Québec. Le Québec a été précédé des provinces atlantiques. Il y a le Québec, l'Ontario s'en vient, et après ça, ça s'en va dans l'Ouest. Okay? L'Ouest est beaucoup plus jeune, plus d'immigration, tout ça. Donc, mais c'est une vague qui s'en vient. La pandémie a exacerbé les intentions de transfert. Okay? Mais le problème, c'est que lorsqu'on encourage le transfert externe, est-ce que le transfert externe, il vaut autant d'argent pour celui qui veut céder? Et deux, est-ce qu'il a un taux de succès et une conséquence pour la pérennité de l'entreprise égale à un transfert familial? On est en train de travailler là-dessus avec des données longitudinales. Ça, c'est le troisième rapport.
Et ce qui n'est pas connu, c'est qu'entre 2000, si le Québec et le Canada, en fait, ne font pas attention, le Japon a perdu de 2000 à 2015 20 de ses PME à cause d'un manque de transfert, c'est-à-dire une planification, un cadre qui permet de transférer l'entreprise d'un propriétaire à un autre, surtout lorsque le propriétaire est âgé. Donc, ça clôt la présentation, est un peu peut-être un petit peu dépassée, mais je pense que c'était nécessaire, désolé. On veut remercier, bien entendu, tous ces gens-là, mais ça, je l'ai déjà fait. Et donc, on est prêt à répondre à des questions s'il y en a qui en ont. Est-ce que je peux Bonjour Louis. en poser une? Oui. Bonjour François. Bonjour Marc. D'abord, merci pour cette excellente présentation. C'était très intéressant. Moi, je voulais juste que vous entendiez parler un petit peu plus sur la notion même de neutralité et ou d'inéquité dans une incitation fiscale, parce que par définition, une incitation fiscale s'adresse à un groupe plutôt qu'un autre. Et donc, exemple de mon point de vue, moi, je peux trouver ça inéquitable que je ne peux pas déduire en tant que professeur mes achats de livres, alors qu'un entrepreneur, lui, peut déduire. Bon, maintenant, je peux comprendre la raison. C'est une incitation fiscale que l'entrepreneuriat que moi, je n'ai pas en tant qu'employé. Mais par ailleurs, est-ce inéquitable ou est-ce... C'est simplement ça que j'aimerais qu'on me précise exactement à quoi quelque chose est inéquitable ou qu'il y a une inéquité. Alors que c'est une incitation fiscale qui vise un groupe plutôt qu'un autre. Et bon. Oui. Ben, en fait, je vais la prendre en deux temps. Il y a l'inéquité ou l'équité qui est un principe de base. Donc, normalement, une décision, en fait, là, une politique fiscale ne devrait pas inciter une décision plus par rapport, en fait, à une autre. Donc, ça, c'est la théorie. En pratique, il y a plein d'autres, je dirais, autres principes qui font en sorte que ça ne marche pas, en fait, tout à fait. Donc, effectivement, il y a beaucoup, en fait, de politiques et de crédits d'impôt ou de déduction. En fait, par exemple, l'exonération de gain capital, ça fait en sorte de donner l'avantage à quelqu'un, en fait, qui a une PME par rapport à quelqu'un qui a, en fait, là, du revenu d'emploi, quelqu'un qui a des actions ou qui n'en a pas. L'exemple, en fait, qu'on a avec les entreprises agricoles versus les entreprises qui sont non agricoles, qui ont une exonération plus élevée, bien, déjà là, il y a une décision, en fait, d'iniquité ou de favoriser un groupe par rapport à l'autre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus le côté inéquité dans le sens de, OK, on a accordé, à tort ou à raison, une exonération de gain capital. Cette exonération de gain capital-là devrait être accordée à tout le monde qui sont dans ce groupe-là. Donc, j'ai une entreprise, je la transfère, ça ne devrait pas dépendre à qui je la transfère que je devrais l'avoir ou pas. Si on veut l'enlever à tout le monde, c'est correct. Mais si on la donne, bien, qu'on la donne aussi à tout le monde. C'est dans ce sens-là, en fait, que là, on a en fait une certaine iniquité à l'intérieur de quelque chose qui peut être considéré inéquitable au départ. Parce que là, évidemment, là, on parle en fait d'un taux d'inclusion d'une demi, mais il y a des, en fait, en regardant, par exemple, l'ensemble des mémoires qui ont été posées dans le cadre de la commission Godbout, bien évidemment, une organisation comme le Conseil du patronat ou Raymond Chabot versus la CSN, ils n'ont pas nécessairement le même genre de truc-là. Donc, pour eux, ben, d'avoir en fait une demi, ce n'est pas un problème parce que ça les avantage. Mais par contre, la question se pose, si tu as juste un emploi,
mais pourquoi le gain capital devrait être imposé juste à une demi? Donc, en fait, là, ça serait les deux éléments au niveau de l'iniquité. Peut-être pour rajouter là-dessus, le principe en arrière de ça, c'est le principe, on a mentionné les deux grandes commissions sur la fiscalité là, qui précèdent la commission Godbout là, qui s'était fait. C'est la commission Carter au fédéral et la commission Bélanger qui s'est faite dans les années 60, 65-66. Toutes les commissions sur la fiscalité adoptent le principe que la taxation doit être neutre, équitable et efficace. C'est les mêmes principes toujours. Et ces deux commissions-là, okay, qui remontent aux années 60, avaient déconseillé l'introduction de l'exonération du gain en capital. Pourquoi? Parce que ça allait stimuler de la créativité des fiscalistes beaucoup plus que la créativité des propriétaires de PME. Okay? C'est exactement ça qui a été constaté. Là, ici, l'iniquité, elle est comment? Comment est-ce qu'on la détecte? C'est qu'ici, techniquement, si on encourage la création d'entreprises, ça ne devrait pas influencer la décision de sortie entrepreneuriale plus tard. Le mode en particulier, de vouloir transférer à la famille, aux employés ou à l'externe, ça devrait être neutre. Ça ne devrait pas, ces dimensions-là de sortie entrepreneuriale, la taxation ne devrait pas influencer ça. Et le point qu'on montre ici, c'est qu'effectivement, ce n'est pas neutre. On encourage effectivement le transfert externe, alors que ce n'est pas le transfert externe. La mesure d'exonération ne vise pas à encourager le transfert externe. Elle vise à encourager la création d'entreprises, pas le mode de sortie. Et les conséquences, l'incidence fiscale ici, elle est non neutre, non équitable pour ceux qui décident que la meilleure chose pour leur entreprise, c'est de transférer à la famille. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en aurais une. Est-ce que on ne part pas du principe que les transferts familiaux sous-évaluent la valeur de l'entreprise? Et donc, un transfert interne échappe à l'impôt par la sous-évaluation et donc l'impôt se rattrape avec ce système. Je dirais, vas-y Marc. Je dirais que effectivement, c'est une des stratégies de dépouillement de surplus de la PME. Je dirais qu'ici, ça, c'est peut-être l'un des avantages à utiliser les données d'intention quinquennale de transfert. C'est que puis d'utiliser pas la valeur. On ne demande pas aux gens, est-ce que tu as l'intention de transférer et dis-moi quelle est la valeur de ton entreprise. La valeur de l'entreprise vient des déclarations de revenus de l'entreprise. Okay? C'est comme ça qu'on l'estimait. Donc, l'intention, elle est à plus long terme. Bon, on peut dire, ouais, mais c'est-tu vraiment ça? Mais les données sur les ventes, les actifs, les passifs, les investissements, le nombre d'employés, tout ça, proviennent des données administratives qui sont déposées par l'entreprise. Donc, à moins là, de voir qu'effectivement, ça se pourrait que l'entrepreneur qui dit « j'en ai pour 5 ans encore avant de transférer, je vais commencer à bidouiller dans mes déclarations d'impôts », ça devrait être un impact. On pense qu'avec les intentions, c'est moins important. En fait, si je peux rajouter, au niveau, en fait, de la juste valeur marchande, donc, deux personnes qui transigent, qui n'ont pas de lien de dépendance, donc qui ne sont pas, par exemple, deux membres de la même famille, on va présumer, en fait, normalement, la valeur va être la juste valeur marchande. Oui. Quand, en fait, c'est des membres, en fait, qui sont liés, donc, par exemple, des deux membres de la même famille, le fisc a je dirais, un pouvoir supplémentaire qui fait en sorte qu'il peut réajuster ou le coût qui fait que la différence entre la valeur dont les gens se sont entendus et la vraie juste valeur marchande va être imposée en fait en double. Donc, il y a en fait un intérêt et habituellement dans les contrats entre, par exemple, des membres, en fait, tout le temps, mais en général, plus particulièrement au niveau des membres de la même famille, il va y avoir en fait des clauses qui vont dire nous, on pense que la valeur, et normalement, il va y avoir une évaluation qui va être basée sur en fait, un évaluateur qui va avoir vraiment là, fait ça. C'est sûr que si l'évaluateur donne une fourchette, je peux être tenté de prendre la fourchette inférieure et non pas prendre la fourchette supérieure. Ça, c'est vrai. Par contre, en fait, c'est vrai à court terme,
Par contre, à long terme, bon, mais là, à un moment donné, tu vas probablement finir, ne serait-ce que parce que avant, les familles, en fait, étaient plus nombreuses, puis maintenant, ils sont beaucoup moins. Donc, si tu as juste un enfant, ben, c'est sûr que par rapport à si tu en avais 5, il y a moins de chances que ton enfant veuille continuer ton entreprise. Donc, à un moment donné, tu vas finir par la vendre à l'externe. Et donc, en fait, à court terme, tu peux bénéficier, mais à long terme, à un moment donné, tu vas avoir... Donc, si tu as sous-évalué, ça veut dire que pour celui qui l'a acheté, ça devient son coût. Puis, à condition que le fisc n'a pas un problème, la prochaine génération qui va la vendre, elle va avoir un gain plus élevé. Fait que c'est sûr que là, ça peut prendre quelques générations, mais à un moment donné, ça va finir par te rattraper. Là. Un peu comme la mort et les impôts. Là. Merci, oui, le rattrapage fiscal. Je vois qu'Étienne Saint-Jean a une question. Oui, merci. Ben, en fait, superbe présentation, vraiment très, très intéressant. J'avais une question par rapport à toutes les deux catégories que vous avez faites, c'est-à-dire ceux qui ont l'intention de transfert familial et ceux qui ont l'intention de transférer à l'externe. Évidemment, tous ceux qui ont l'intention de transférer à la famille, ça implique qu'il y a un membre de la famille pressenti ou à tout le moins existant, parce qu'évidemment, si tu n'as pas de famille, la question ne se pose pas, tu es dans l'autre catégorie. Mais dans l'autre catégorie, tu as peut-être des gens qui ont de la famille et qui ont décidé de ne pas transférer, peut-être justement pour des implications fiscales. Et je ne sais pas dans quelle mesure ça peut biaiser la situation ou l'interprétation ou même les projections qu'on pourrait faire des données que vous avez faites, mais parce que, évidemment, dans cette catégorie-là de gens qui veulent transférer à l'externe, ils ont peut-être déjà tenu compte des implications fiscales et ils ont peut-être un membre de la famille pressenti, mais qui se disent, ben, mon entreprise vaut trop cher, je vais trop me faire avoir par le fisc si je lui transfère, il est aussi bien de s'en créer une. Fait que je pose la question comme ça, je ne sais pas si vous avez la réponse, puis je ne sais pas dans quelle mesure ça peut avoir un impact dans l'interprétation puis les estimations, mais je vous lance ça. Bonne chance. Ah ben, effectivement, c'est une excellente question parce que ça, c'est un biais de sélection. Okay? C'est-à-dire que ce qu'on observe, la moyenne qu'on observe, en fait, elle reflète des dimensions de la décision qu'on n'observe pas. Si je me fie à ce que tu dis, donc j'ai déjà pressenti que je n'avais pas d'héritier de la famille, donc je voudrais tout de suite passer à l'externe. Donc, ça voudrait dire que je suis un peu là obligé d'aller du côté externe. Donc, ça voudrait dire que peu importe, donc à moins de voir un effet, une corrélation systématique, je dirais, entre est-ce que je suis éligible en fait, un lien entre ça et le taux d'exonération, tant et aussi longtemps que, je dirais, as-tu un héritier, tu n'as pas d'héritier, est-ce que ça, c'est aléatoire? Ça ne devrait pas influencer nos comparaisons comme ça. Okay? Par contre, effectivement, le fait de ne pas avoir d'héritier, le fait d'en avoir un, en fait, pourrait encourager ceux qui ont une PME et qui veulent vendre à l'entreprise, à la famille, de poursuivre des stratégies de croissance et d'investissement dans l'entreprise que celui qui veut la transférer à l'externe considère que ce n'est pas rentable. Donc, pour les estimations pour les ventes externes, je ne suis pas sûr qu'il y aurait le biais de sélection serait relativement important, quoique il y en a un, puis on ne le sait pas. Tout simplement, on ne le sait pas. Pour ceux d'entreprise, le biais de sélection serait probablement plus favorable. Donc, ce qu'on observe, c'est probablement justement le fait que je sais que j'ai un héritier, c'est pour ça que je veux le vendre à la famille. Et donc, ça pourrait avoir un impact que ce qu'on observe, le 91 000 et l'autre, le 2 millions, le fait que c'est plus élevé reflète justement d'autres motivations que tout simplement de vouloir pour le transfert d'entreprise. Donc, je pense que c'est un peu ça. Donc, ça peut influencer les deux catégories, pas exactement de la même façon. Ceci étant dit, c'est tellement important que quand on passe à la troisième étape du troisième rapport qu'on a fait, là, je suis en train d'écrire le rapport,
C'est pour ça qu'on utilise les Propensity Scoring Matching Estimator pour essayer de trouver dans le groupe d'entrepreneurs qui veulent vendre, OK, à la famille et qui dépassent le seuil d'exonération, trouver une autre entreprise qui veut vendre et qui serait éligible, qui est éligible à la déduction, d'être capable de trouver les entreprises pour une très, très grande variété de facteurs, là, la taille, le nombre d'employés, la province, le secteur, la région où l'entreprise allait, d'essayer de les matcher une à une pour justement tenter de limiter ces effets-là. Et là, je n'ai pas le droit de vous en dire plus, mais seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est très intéressant. À suivre. Est-ce qu'il y a des... Moi, je trouve que l'aspect méthodologique m'intéresserait. Est-ce que je vois des questions? Je ne vois pas forcément. Quelqu'un voudrait-il... Ah ben, Louis, vas-y. C'est parce que ce que tu viens de dire, Marc, m'a fait penser que, exemple, ce que vous présentez au tableau 9, les moyennes, tout ça, c'est tout secteur confondu, là, on s'entend. Les chiffres de tableau 9, là, mettons. OK, ça c'est... C'est ça. C'est tout... OK, bon. Alors... Toutes les industries, donc c'est pêche et autres, agriculture, pêche et autres. OK? Et là, la seule chose qu'on a, c'est est-ce que le propriétaire veut transférer à la famille ou bien il veut avoir un autre transfert? Et là, on a tout simplement séparé ces deux-là en fonction du gain en capital. Est-ce que tu dépasses ou tu es en dessous? OK. Mais ma question est la suivante relativement à ça, c'est que, bon, tu as une moyenne ici. OK? Exemple, si tu mettais plutôt une médiane, oui. Est-ce que tu verrais une différence notable due, par exemple, au fait que, exemple, le secteur manufacturier, quoique étant peu nombreux numériquement, représente, en termes de chiffre d'affaires, une plus grande proportion. Et donc, tu aurais une distribution qui n'est pas normale, évidemment, parce que là, le secteur manufacturier, quoique numériquement est plus faible, mais représente une plus forte proportion. Alors, je me demandais si vous avez fait des analyses un peu plus fines de ce type-là. On a fait les analyses, OK, c'est pour ça, mais la seule vous voyez, là, déjà, quand on commence à essayer de faire un portrait plus fin au niveau industriel, Statistique Canada commence à nous enlever le droit de révéler certaines cellules. Mais ton point, ce que je retiens de ton point, de ta question, Louis, qui est très pertinente, c'est que est-ce qu'il y a des effets industriels par industrie, par province et ainsi de suite? Et la réponse est oui. La distribution, elle est totalement différente. Là, ici, le plus simple qu'on a fait ici, c'est de présenter l'ensemble versus, ici, c'est tout simplement incluant le secteur de l'agriculture et des pêches, excluant le secteur de l'agriculture et des pêches. Et là, effectivement, on obtient des différences importantes. Essentiellement, okay, ça, je ne révèle aucun secret que Statistique Canada m'interdit de dire. Okay. Tout ce qui est capital intangible, problème. Secteur tourisme, hébergement, restauration, problème. Problème, ça devient plus petit. Okay. Tout ce qui est capital tangible, ressources naturelles, agriculture, manufacturier, des valeurs plus élevées. Et donc, effectivement, la seule solution qu'on a à ça, puis si on travaille là-dessus, là, c'est un autre modèle, c'est tout simplement, on va faire la même analyse, mais on va la faire dans une régression multivariée. Tout simplement parce que statistique, on ne peut pas présenter les moyennes comme ça avec Statistique Canada. Ils nous enlèvent trop de cellules. On n'a pas le droit. Ils disent non, tu n'as pas le droit d'avoir ça, tu n'as pas le droit d'avoir ça. Donc, mais c'est une très bonne question.
Mais en fait, ça permet aussi que la question de dire, OK, si on veut être, en fait, favoriser un secteur ou un groupe en particulier, bon, mais si on regarde en fait en termes d'industrie, c'est lesquelles industries qu'on veut favoriser ou pas? À tort ou à raison, mais ce serait important, effectivement, d'avoir ce détail-là pour dire, OK, on choisit, qu'est-ce qu'on choisit et est-ce qu'on veut vraiment, en fait, là, c'est sûr que normalement, à partir du moment où il va y avoir un choix comme ça, bien, ceux qui vont être choisis vont être contents, puis ceux qui ne vont être pas choisis vont chialer. Fait que là, finalement, on se ramène à, OK, tout le monde, parce que le problème au fil du temps, c'est qu'on donne, on part avec rien, personne, puis là, on donne des crédits ou des déductions ou des avantages à un petit groupe. Puis après ça, ben là, il y a un autre groupe qui dit, ouais, ben là, eux autres, ils l'ont, pourquoi moi, je ne l'ai pas? Fait que là, finalement, on se ramasse que tout le monde les a. Fait que ça diminue la base fiscale sur lesquelles, en fait, on paye de l'impôt parce qu'il y a moins de monde, le revenu est moins élevé parce qu'on a plein de déductions, en fait, ou de crédits. Là. Donc, il y a moins d'impôts total. Donc, on a obligé de demander les taux ou d'éliminer des affaires. Mais normalement, c'est plus facile de ne pas les avoir que de les éliminer. Quand quelqu'un a quelque chose puis qu'on lui enlève, en général, il ne sera pas content. C'est sûr que si vous enlèvez un crédit d'impôt de 20$, il n'y a pas personne qui va broyer. Là. Mais. Quand on a fait la présentation au ministère des Finances, okay, la seule chose que je peux te dire, c'est que politiquement, ça semble être intéressant de vouloir assouplir ou focaliser les efforts de réforme fiscale sur le secteur agricole en région, rurale, les fermes, non seulement les fermes laitières au Québec, les fermes porcines également. Puis au fédéral, ben, tu as toutes les fermes dans l'Ouest. Hein? Et c'est très, très, très rentable. Donc, il y a beaucoup d'intérêt pour la comparaison de ces deux tableaux-là quand j'ai fait la présentation au ministère des Finances. Très intéressant. Marc, je vois une question. Je suis quand même très étonnée sur le capital intangible, parce qu'il y a quand même les brevets. Il n'y a pas que des marques ou des choses immatérielles, mais il y a aussi la part des brevets, mais ça, tu pourras peut-être isoler. Mais c'est pas, on en parlera une autre fois peut-être. Mais je vois une question d'Anina Benmarouche. Oui, merci. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour cette présentation. C'était très enrichissant. En fait, je voudrais savoir si vous avez des données sur la pérennité des entreprises après la transaction. Et est-ce que pour l'État, c'est-à-dire pour tout ce qui est fiscalité et tout, est-ce que c'est pas intéressant de favoriser les entreprises qui vont justement garder cette performance? Et on a toujours à penser que justement les transferts pour un membre de la famille qui a peut-être déjà travaillé dans cette entreprise, qui connaît l'équilibre, qui connaît le capital humain, donc il connaît les employés, cet équilibre-là ne va pas être détruit. Donc, est-ce que c'est pas plus intéressant de voir aussi cet après-transaction et de le favoriser? Merci. C'est une excellente question, Amina. Puis effectivement, c'est le sujet du troisième rapport, en fait, parce que nous, on a l'intention en 2017, hein, c'est une intention sur 5 ans, mais là, on n'a pas, bon, jusqu'à présent, on n'a pas encore la variable qui nous permet de dire elle a été transférée. Okay? Celle-là, on ne l'a pas. Ben, en fait, on ne l'a pas pour cette étude-là, puis pas pour la troisième. Pour les autres, on l'a. Mais ce qu'on regarde, OK, c'est la croissance de l'entreprise et la valorisation de l'entreprise, la juste valeur marchande que François vient de décrire, à T+1, T+3 et T+5 sont là. Donc, on a fait un sondage, on a demandé aux propriétaires en 2017 qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Là, on est capable de suivre qu'est-ce qui se passe 1 an après, 3 ans après et 5 ans après. Et c'est là-dessus que ça devient intéressant. Marc, tu peux arrêter le partage des Moi, je trouve que vous avez des données extraordinaires avec cet appariement. Donc, appariement, donc c'est des deux côtés des données. Et je pense que ça peut être des sources de nombreuses publications, et pas uniquement des publications sur les transferts, mais aussi des publications sectorielles. Je vois François Labelle, il y a des aspects qui pourraient être expliqués par des domaines
stratégiques liées aux ressources. Donc, on pourrait analyser plus finement, dans le territoire québécois, les espaces agricoles sont quand même des ressources rares. L'enquête sur le financement et la croissance des PME est une enquête qui a beaucoup, beaucoup de variables. Okay? Très intéressante au niveau technologie, au niveau croissance. Maintenant, il y a même des questions dans cette enquête-là. Il y a des questions sur, par exemple, si les propriétaires sont membres des communautés LGBTQ2S+. Okay? Donc, il y a excessivement sur le développement durable et tout ça. Le problème, c'est que jusqu'à présent, l'enquête elle-même, c'est une enquête qui est en coupe transversale. La contribution qu'on a faite, puisqu'on est en train de développer avec StatCan, là, puis Industrie Canada, bien, Innovation Science, c'est d'asseoir ces enquêtes-là sur des fichiers administratifs qui sont longitudinaux. Et c'est ça qu'on fait. C'est tout simplement, mais c'est difficile et ça coûte cher. Ah, je vois une question, peut-être la dernière, de José Saint-Pierre. Je vais mettre mon micro de pilote. Donc, en fait, justement, est-ce que vous avez, comment dire, fait un peu de prospective en regardant tout ce, parce qu'on parle du secteur agricole, puis on pourrait parler de tout ce qui est alimentaire avec tout ce la dernière année en situation de crise, puis tout ce qui est valorisation de la sécurité alimentaire, l'autonomie alimentaire. Alors, il y aurait, s'il y avait des effets de secteur à avoir, ce serait peut-être justement des situations plus favorables pour les secteurs du type agricole puis transformation. Alors, est-ce que le gouvernement est sensible, tu sais, si on veut assurer aussi une cohérence dans le temps, là, aux difficultés de relève dans ces secteurs-là, mais aussi à ses propres politiques, justement, de favoriser l'autonomie alimentaire. Est-ce que je ne sais pas si vous ne l'avez pas étudié dans le passé, mais est-ce que, à votre avis, c'est quelque chose qui pourrait venir modifier justement la fiscalité? Je dirais possiblement. Le seul, en fait, le principal problème que je peux voir, c'est que avec tous les montants d'argent qui sont investis pour faire face à la pandémie, normalement, en fait, là, je dirais les robinets vont être plutôt fermés et quand ils vont être ouverts, je dirais, de façon très parcimonieuse. Donc, est-ce que, en fait, ça serait sûrement, il y a plein d'autres rapports qui le disent, en fait, en termes de stratégie, de dire, OK, là, il faut redémarrer l'économie, mais il faut redémarrer pas l'économie qu'il y avait avant, mais dans le fond, vers l'avenir. Puis effectivement, qu'est-ce qu'on veut? L'exemple, en fait, de la sécurité alimentaire, puis là, un peu l'autonomie, en fait, puis plein d'autres considérations, bien, va falloir que ça soit, dans le fond, tenu en ligne de compte. Est-ce que ça va l'être? L'avenir nous le dira, mais permets-moi d'être un petit peu pessimiste. Ouais, puis je vais rajouter dans le même sens que François, là, je dirais les deux tendances là, qui ressortent de l'ensemble des réponses qu'on a là, du ministère des Finances tant à Québec qu'à Ottawa. Québec, sont plus accommodants, mais je dirais qu'à Ottawa, la réponse, c'est il y a vraiment une vision d'un retour aux recommandations de la commission Carter de 1966, qui est de traiter $1, $1. OK? Donc, peu importe le secteur, peu importe le type d'entreprise, peu importe, on va traiter un revenu qu'il provienne d'un gain de capital, qu'il provienne du revenu de l'exploitation d'une entreprise, qu'il provienne d'un revenu d'emploi, $1 est $1 est $1. Si jamais il y avait des accommodements, des politiques nécessaires pour assurer, par exemple, la sécurité alimentaire ou, comme on l'a entendu récemment, la sécurité pharmaceutique, hein, ça nous prend maintenant une usine pour être capable de produire nos propres vaccins pour s'assurer d'être en mesure de répondre à des besoins. Bien, ça serait, je dirais, à Ottawa, ça serait des politiques de dépenses, de subventions, plutôt qu'à travers le système de la taxation, justement pour préserver le principe qui est justice, équité, neutralité et efficacité.
Je vous remercie, cher présentateur. C'était très stimulant intellectuellement et puis c'est des données franchement incroyables. Merci de nous faire partager peut-être ces données, en tout cas ces résultats. On a une prochaine conférence le 11 mars. Nathalie Lachapelle était présente. Elle a été obligée de partir, elle vient de me le dire. Et Nathalie Lachapelle et Marina Frangioni présenteront un résultat de leur recherche sur l'apprentissage de l'entrepreneuriat à distance. C'est un sujet d'actualité. Je vous remercie à tous et il est 13h31, nous sommes dans les délais et bravo et à bientôt.